Chicago, années 70. Les garçons qui disparaissent. Chicago, début des années 1970. La ville est marquée par la désindustrialisation, les tensions raciales, la corruption politique, mais aussi par un certain optimisme de classe moyenne. Dans les banlieues, les lotissements se remplissent de pavillons identiques, de pelouses bien tondues, de barbecues l'été et de décorations de Noël l'hiver. Au milieu de cette normalité rassurante, un phénomène commence pourtant à inquiéter les familles. Des adolescents et jeunes hommes disparaissent. Les dossiers de police de cette époque sont pleins de mots qui reviennent comme un écho. Runaway, fugue. Probable départ volontaire, des garçons de 14, 16, 19 ans ne rentrent pas à la maison. Certains sont en conflit avec leurs parents, d'autres sont homosexuels ou en rupture avec leur milieu. D'autres encore cherchent du travail, de l'argent facile, un peu de liberté. Dans un contexte où l'on considère souvent que les garçons reviennent toujours, de nombreux signalements sont traités avec un fatalisme dangereux. C'est dans cet angle mort que s'insère John Wayne Gacy. Né en 1942 à Chicago, il est officiellement un entrepreneur respecté propriétaire de l'entreprise de construction PDM Contractors, impliqué dans la vie locale, participant à des levées de fonds politiques et jouant le rôle d'un clown pogo ou patchies dans les fêtes pour enfants. Pour les voisins, Gacy est un homme serviable qui prête ses outils, un type jovial qui organise de grandes garden parties, un petit patron qui embauche des jeunes du quartier. Pour certains parents, il apparaît même comme une opportunité, un adulte prêt à donner un emploi à leur fils. Mais derrière cette façade se cache autre chose. Entre 1972 et 1978, au moins 33 jeunes hommes et garçons seront violés, torturés et assassinés par Gacy, la plupart enterrés sous sa maison dans le township de Norwood Park, en périphérie de Chicago. Pendant des années, personne ne relie vraiment ces disparitions entre elles. Les victimes sont souvent issues de milieux modestes. Plusieurs fréquentent des lieux vus comme marginaux, la gare routière Greyhound, des parcs, des quartiers de prostitution masculine. L'homosexualité est stigmatisée. Beaucoup de familles n'osent pas tout dire à la police. Le résultat est tragique. Ce qui aurait dû être perçu comme un schéma de disparition devient une série de cas isolés. C'est cette somme de petits dossiers qui compose en réalité l'ombre portée de John Wayne Gacy, les garçons disparus de Chicago. Double vie, clown, entrepreneur et prédateur. Pour comprendre pourquoi Gacy a pu agir si longtemps, il faut regarder sa double vie. Un parcours déjà marqué par la violence. Avant même les meurtres de Chicago, Gacy a déjà un casier lourd. En 1968, en Iowa, il est condamné pour sodomie sur un adolescent et envoyé en prison. Il sort au bout de 18 mois au lieu des 10 ans prévus, pour bonne conduite. Sur le papier, il est un exemple de réinsertion. En réalité, rien n'a disparu. L'attirance pour les jeunes garçons, le besoin de domination et le mensonge comme réflexe. À sa libération, Gacy retourne à Chicago. Il masque soigneusement ses antécédents. Il obtient un travail, puis monte sa propre entreprise de construction. Il se constitue un réseau politique. Il se construit une image d'homme respectable, travailleur, généreux. Ses collègues de parti, ses voisins, les commerçants le voient en c'est comme un citoyen modèle. Le killer clown, Gacy, développe aussi un personnage qui va hanter l'imaginaire collectif. Le clown. Sous les identités de Pogo ou Patch, il se grime pour animer des fêtes, des parades, des événements caritatifs. Les photos le montrent, maquillé, souriant, entouré d'enfants. Pour lui, ce rôle a plusieurs fonctions. Il renforce la façade d'innocence. Quel monstre irait divertir des enfants? Il lui donne un accès privilégié à un univers où la confiance envers l'IACL adulte déguisé est maximale. Il participe à sa propre mythologie interne. Un personnage qui peut effacer les frontières entre jeu et menace, entre farce et horreur. Les experts en profilage notent souvent que la notion de masque est centrale chez les tueurs en série comme Gacy. Le rôle social, ici le clown, mais aussi l'entrepreneur, le bon voisin, permet de cacher la véritable nature de leurs actes, tout en leur offrant un frisson supplémentaire. Je sais ce que j'ai fait, eux, non. PDM Contractor, la porte d'entrée des victimes. Son entreprise PDM Contractor lui sert aussi d'outil de prédation.
Il propose des petits boulots à des adolescents ou jeunes hommes, parfois rencontrés à la gare routière ou dans la rue. Il repère des garçons vulnérables, en rupture familiale, en besoin d'argent, parfois en questionnement sur leur sexualité. Il se présente comme un adulte compréhensif, prêt à aider, offrant un travail, un repas, un endroit pour rester un moment. Plusieurs victimes connues de Gacy ont été recrutées de cette manière. D'autres ont été abordées sous couvert d'autorité. Gacy portait parfois un badge de shérif ou des gyrophares rouges sur sa voiture pour se donner l'air d'un policier. Peu à peu, ce dispositif, clown, patron, gentil gars du quartier, forme une armure sociale. Gacy est visible, très visible, mais d'une manière qui désarme les soupçons. Tant que les disparitions ne sont pas reliées entre elles, il peut continuer. Le sous-sol, technique de meurtre et mécanique du déni. Entre 1972 et 1978, la maison de Gacy au 8213 West Summerdale Avenue devient le cœur de son système criminel. C'est là qu'il vit, travaille parfois, reçoit des invités et où il tue. Le tour des menottes. Le modus operandi se stabilise autour de chez un scénario que Gacy appelle parfois un tour de magie. Il met la victime à l'aise. Alcool, drogue, discussion, parfois pornographie. Il propose un tour avec des menottes, présenté comme un jeu. Une fois les menottes passées, il révèle la réalité. Le truc, c'est que je suis le seul à connaître la clé. S'ensuivent l'agression sexuelle, la torture, puis l'étranglement, souvent avec un garrot improvisé, la rope trick. Les descriptions ultérieures montrent un mélange de sadisme contrôlé, plaisir à dominer, à humilier, à décider du moment de la mort, ritualisation, répétition des mêmes gestes, mêmes objets, menottes, cordes, même espace, la chambre, le sous-sol, distanciation. Gacy se met en scène comme s'il dirigeait un spectacle. Le crawl space, logistique de la mort. Sous la maison, un vide sanitaire, le crawl space, sert de charnier. Gacy y enterre au moins 26 corps, d'autres étant retrouvés dans son garage, sous sa terrasse ou jetés dans la rivière des Plaines, lorsque l'espace commence à manquer. D'un point de vue technique, Gacy creuse progressivement des tranchées sous la maison, parfois en faisant travailler des employés qui ignorent la nature réelle de ce qu'il déplace. Il enveloppe certains corps, en jette d'autres plus grossièrement. L'odeur de décomposition devient un problème. Des voisins la signalent, de même que la sœur de Gacy. Il évoque des canalisations bouchées ou de l'humidité. Le crawl space illustre la fusion entre logistique et psychologie. Logistique, il lui permet de gérer les corps sans avoir à prendre de grands risques de transport. Psychologie, il garde ses victimes littéralement sous ses pieds, sous son contrôle, dans sa maison, comme des trophées qu'il ne voit pas mais qu'il sait là. Plus tard, il dira qu'il regrette de ne pas avoir cimenté le sous-sol. Aveu glaçant, le seul regret explicite concerne la praticité du crime, pas la souffrance infligée. Déni et rationalisation. Lorsqu'il sera finalement arrêté, Gacy oscillera entre confession partielle et déni stratégique. Parfois, il parle de 30 corps, peut-être plus, comme si c'était presque abstrait. Parfois, il rejette la faute sur des acolytes imaginaires ou sur son alter ego, le mauvais Jack, dans une tentative de faire valoir un trouble de la personnalité multiple. Il se présente à d'autres moments comme une victime de la presse, de la police, du système. Les psychiatres et les profilers qui l'échut examineront verront en lui non pas un fou au sens juridique, mais un psychopathe hautement fonctionnel, capable de planifier, conscient du caractère illégal et moralement condamnable de ses actes, mais dépourvu d'empathie réelle, centrée sur la satisfaction de ses pulsions et la préservation de son ego. Missing Boys et bascule de l'enquête, la technique au service de la vérité. Pendant des années, les disparitions restent des fichiers éparpillés. La bascule survient avec un nom, Robert Piest, 15 ans. Le 11 décembre 1978, ce jeune employé de pharmacie à Des Plaines, en banlieue de Chicago, disparaît après son service. Il avait dit à sa mère qu'il allait parler à un entrepreneur qui proposait un job mieux payé. Cet homme, c'est Gacy. Quand Piest ne rentre pas, sa mère insiste auprès de la police pour qu'on la prenne au sérieux. Première étape,
Relier un nom à un passé, les enquêteurs de Des Plaines vérifient rapidement l'identité de Gacy et découvrent sa condamnation antérieure pour agression sexuelle en Iowa, des plaintes passées pour agression à Chicago qui avaient été classées. Dans un contexte où l'on commence à parler davantage de serial killer, ce profil n'est pas anodin. La police se met à surveiller les allées et venues de Gacy, interroger ses employés, recouper les noms de jeunes disparus avec ceux qui ont travaillé ou cherché du travail à PDM Contracteurs. Le FBI apporte une assistance technique, analyse des dossiers, échange d'informations inter-États, soutien balistique et documentaire. FBI mandat, fouille, indice. Les premières perquisitions chez Gacy ne révèlent-ils pas immédiatement l'horreur du sous-sol, mais plusieurs indications inquiétantes. Objets appartenant à de jeunes hommes jamais revus, menottes, cordes, porno, incohérence dans ses alibis. Les enquêteurs obtiennent un second mandat plus large, notamment après avoir relevé dans sa maison une odeur de décomposition et de la terre fraîchement remuée près du crawl space. Une équipe avec chien spécialisé est appelée. Le chien marque le sous-sol. Lorsque les fouilles commencent sérieusement, un technicien enlève les premières poxules pelletées de terre et trouve un os humain. Très vite, on identifie d'autres restes. La maison de Gacy est un cimetière. Identification des corps, de la radiographie au DNA. À la fin de l'excavation, on compte 29 corps sur la propriété, plus d'autres retrouvés dans la rivière des Plaines. Au total, Gacy sera condamné pour 33 meurtres. D'un point de vue médico-légal, l'identification des victimes est un défi immense. Les corps sont mélangés, entassés, parfois très décomposés. Des éléments anatomiques sont désarticulés. Plusieurs familles ne savent même pas que leur fils est mort. On leur a parlé de fugue, de départ volontaire. À la fin des années 1970, les enquêteurs utilisent surtout les dossiers dentaires, les radiographies, la comparaison de particularités osseuses. Malgré ces efforts, plusieurs victimes resteront non identifiées pendant des décennies. À partir des années 2010, puis dans les années 2020, le Cook County Sheriff Est Office et des équipes spécialisées relancent un programme d'identification grâce aux nouvelles techniques ADN, exhumation de certains restes, extraction de profils génétiques, comparaison avec des familles ayant signalé un proche disparu dans les années 70, recours parfois à la généalogie génétique. Plusieurs victimes ont ainsi enfin retrouvé un nom, mettant un terme à des décennies d'incertitude. Pourtant, 5 victimes de Gacy restent encore aujourd'hui non identifiées, symbole cruel d'un système qui n'a pas su, à temps, prendre au sérieux les garçons disparus de Chicago. Le procès et le profil, monstre, fou ou homme ordinaire. Le procès de Gacy s'ouvre en février 1980. Il est inculpé de 33 meurtres. Sa défense tente une stratégie, plaider la folie. Gacy affirme qu'il souffre de personnalités multiples, que certains crimes seraient encore l'œuvre de son alter ego Bad Jack, qu'il est lui-même, en quelque sorte, une victime de ses pulsions. L'évaluation psychologique. Avant le procès, il passe plus de 300 heures avec des psychiatres qui évaluent sa capacité à comprendre la nature de ses actes, testent l'hypothèse de psychose ou de troubles dissociatifs, examinent sa biographie, père violent, humiliation, question d'identité sexuelle, précédent délit. Les conclusions vont dans le même sens. Gacy présente des traits de personnalité antisociale et narcissique marqués. Il a une empathie très limitée et une vision instrumentale des autres. Mais il comprend parfaitement la différence entre le bien et le mal. Il sait que ses actes sont illégaux et réprouvés. Il a pris des mesures importantes pour les cacher. En termes juridiques, il est donc responsable pénalement. Les enregistrements et interviews ultérieures, notamment utilisés dans la série documentaire Conversation with a Killer de John Wayne Gacy Tapes, montrent un homme qui minimise la souffrance des victimes, se focalise sur sa propre image, se plaint d'être mal compris par les médias, ment de manière fluide, changeant de version selon l'interlocuteur. Pour des profilers du FBI et d'autres experts, Gacy incarne une figure classique du tueur en série organisé. Planification, emploi stable, intégration sociale,
double vie structurée, contrôle de la scène dans la scène de crime. Le verdict, après des semaines de témoignages, de dépositions de famille, de descriptions insoutenables du crawl space, le jury le déclare coupable de 33 meurtres. Il est condamné à la peine de mort. Gacy passera des années dans le couloir de la mort, continuant à dessiner des clowns, à donner des interviews, à maintenir une posture de semi-déni, jusqu'à son exécution par injection létale en 1994. Une exécution elle-même, marquée par un dysfonctionnement technique qui prolongera, elle, que l'agonie. Ironie sombre pour un homme qui a tant instrumentalisé le corps des autres. Ce qui demeure sous la surface, héritage, ADN et mémoire. Aujourd'hui, l'affaire Gacy reste l'un des dossiers les plus étudiés dans les écoles de criminologie, les formations de police et les unités médico-légales. Elle occupe une place centrale dans la culture true crime. Documentaires, podcasts, séries comme Conversation with a Killer ou Devil in Disguise, John Wayne Gacy explore en détail sa double vie et les failles du système qu'il a laissé agir si longtemps. Les leçons d'enquête. Sur le plan technique, le cas Gacy a poussé les forces de l'ordre à mieux centraliser les signalements de disparition, surtout chez les adolescents et jeunes adultes, prêter plus d'attention aux victimes masculines, souvent perçues comme plus autonomes, développer des bases de données nationales permettant de repérer des motifs de disparition corrélés, investir dans l'identification post-mortem, odontologie, anthropologie légale, puis ADN, généalogie génétique. Le travail du Cook County Sheriff's Office et d'équipes spécialisées qui ont relancé l'identification des victimes grâce à l'ADN montre que, elle, son enquête ne se termine pas avec la condamnation du tueur. La justice inclut aussi le droit des familles, à savoir, des décennies plus tard, ce qui est arrivé à leur enfant. Les failles systémiques. Le cas Gacy révèle aussi des failles profondes. Des accusations d'agression parfois classées sans suite, des préjugés homophobes ou moralisateurs qui ont conduit à minimiser certaines disparitions. La difficulté pour des familles modestes de obtenir que la police prenne au sérieux la disparition de leur fils. Ces failles ne relèvent pas seulement d'un individu monstrueux, mais d'un système qui, à plusieurs étapes, n'a pas voulu voir. Que cache le sous-sol? Le titre de ce documentaire pose une question. Que cache le sous-sol? Le crawl space de Gacy n'abritait pas seulement des corps. Il cachait l'indifférence institutionnelle, les préjugés à l'égard de certains jeunes, la capacité d'un homme à exploiter la confiance collective pour commettre des crimes indicibles. Aujourd'hui encore, 5 victimes de Gacy restent sans nom. Leurs restes attendent que la science et la volonté politique s'alignent pour leur rendre une identité. La vraie question, au fond, n'est pas seulement qui était John Wayne Gacy. Elle est aussi comment une société laisse-t-elle un homme comme lui exister au-dessus, en clown, en entrepreneur, en voisin jovial, alors que juste en dessous, sous la surface, des garçons disparus s'entassent dans la terre d'un sous-sol. Tant que tous n'auront pas de nom, tant que les leçons complètes de ce dossier ne seront pas intégrées dans les pratiques, le sous-sol restera symboliquement à moitié ouvert.